cette diapo. Merci beaucoup, Didier. C'était un exposé à la fois clair, concis, informatif. C'était exactement ce qu'on recherchait. Très bien. Donc, je donne la parole à Maître Amélie Schiffer. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer de compléter le propos du docteur Leger en évoquant les grandes évolutions jurisprudentielles depuis ces dernières années, puisque vous savez que la jurisprudence est une source de droit complémentaire qui vient enrichir les textes légaux et réglementaires que le docteur Leger vient d'évoquer. Sur la première grande question qui, je crois, vous intéresse tous, qui est celle de l'obligation d'information, qui sera évoquée à l'occasion d'une table ronde spécifique. J'évoquerai juste très brièvement l'arrêt Edroll de 1997 que tout le monde connaît, qui marque un revirement de la charge de la preuve et qui impose aujourd'hui aux praticiens de rapporter la preuve de la bonne exécution de l'information qu'il doit au malade. Alors la Cour de cassation, postérieurement à cet arrêt, a eu l'occasion, depuis 1998, de rendre un certain nombre de décisions nous permettant au plan pratique de déterminer, de comprendre quels sont les éléments qui pourront constituer la preuve de cette information et qui, je crois, en les évoquant, pourraient être riches d'enseignements concrets pour vous dans le cadre de votre exercice quotidien. Alors en 2005, la Cour de cassation rend un arrêt qui est intéressant. Il s'agissait d'une patiente qui refusait un acte de soins et ce praticien avait adressé une lettre à l'un de ses confrères en indiquant qu'il était préconisé la réalisation d'une échographie de substitution puisque la patiente se refusait à subir l'acte de soins préconisé. La patiente engage une action en responsabilité sur le fondement du défaut d'information et sur la question de l'exécution de cette obligation, il avait été opposé devant la Cour de cassation le fait que le praticien ne pouvait pas se constituer une preuve pour lui-même en excipant des éléments qu'il avait inscrits dans un courrier adressé à l'un de ses confrères. Et la Cour de cassation est intervenue pour nous dire non, il s'agit d'un fait juridique et le médecin a parfaitement la possibilité d'utiliser ces correspondances pour démontrer qu'il a exécuté l'obligation d'information dont il était débiteur. En 2007, un deuxième arrêt est intervenu, qui est également intéressant. Il s'agissait du cas d'un patient qui avait été victime d'un AVC après la réalisation d'une artériographie. Une action en responsabilité a là encore été engagée sur le fondement du défaut d'information et le radiologue qui avait réalisé cette artériographie n'avait pas personnellement informé le malade et faisait valoir que l'un de ses confrères préalablement consultés avait nécessairement délivré l'information. La Cour de cassation nous dit « Vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce que l'un de vos confrères a préalablement informé. L'information doit être personnelle. Vous devez la délivrer. » Et je crois qu'il y a là encore un enseignement intéressant que nous donne la Cour de cassation. En 2010, la Cour de cassation nous dit très clairement le fait qu'il y ait simplement un délai écoulé de 3 semaines entre la consultation préopératoire et la date opératoire ne suffit pas en lui-même à justifier de la réalité de l'information dispensée. Il faut qu'il y ait d'autres éléments permettant d'établir la réalité de cette preuve. Et en 2012, alors là, on a un arrêt assez casuistique qui a été rendu par la Cour de cassation, ce qui n'est pas banal puisque ça ne rentre pas en principe dans sa compétence. La Cour de cassation confirme, en tout cas rejette un pourvoi qui avait été inscrit à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel en expliquant que les circonstances entourant le geste chirurgical peuvent constituer un élément permettant d'établir la réalité de l'information délivrée. Alors, au cas particulier, il s'agissait d'une patiente qui avait subi une arthrodèse vertébrale, qui avait présenté évidemment une complication post-opératoire, et la Cour d'appel, et son analyse étant confirmée par la Cour de cassation, nous dit, en relevant un certain nombre d'éléments concrets, que la dite patiente avait déjà subi le même geste opératoire par le même praticien 5 ans auparavant, certes sans complications, mais avait nécessairement reçu une information à cette occasion. Du fait d'une résurgence de la symptomatologie douloureuse, la Cour de cassation relève également que la patiente, pendant 3 ans, a suivi un traitement médical, un traitement par rééducation qui s'est révélé inefficace, mais au cours duquel nécessairement la patiente a reçu une information sur les alternatives qui pouvaient s'offrir à elle, que dans le cadre de ces 3 années de traitement, il y a différents courriers qui ont été adressés par le chirurgien spécialiste au médecin traitant et que l'ensemble de ces éléments entourant la réalisation du geste chirurgical pouvaient suffisamment établir la réalité de l'information qui avait été dispensée.
Sur ce point, dernier arrêt qui me paraît intéressant, qui a été rendu en 2013, à propos de la réalisation d'une dermolipectomie et une complication infectieuse post-opératoire avec désunion cicatricielle, où il y avait un formulaire de consentement éclairé qui avait été signé par la patiente en termes certes généraux, et où la Cour de cassation casse expressément l'arrêt de la Cour d'appel au motif que les premiers juges, en tout cas ceux du second degré en tout cas, n'avaient pas recherché si une brochure d'information concernant les risques spécifiques de la dermolipectomie avait été remise à la patiente. S'agissant, j'ai presque fini, des infections nosocomiales, la Cour de cassation, et je crois qu'il y a une espèce de tendance évidemment indemnitaire qui se dégage, la Cour de cassation dit, c'est les règles de preuve, qu'il appartient au patient de rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection. En 2008, la Cour de cassation nous dit que ce n'est pas toujours simple, donc parfois des indices graves et concordants suffisent. Et en 2010, la Cour de cassation va plus loin, elle nous dit lorsque le patient a été hospitalisé dans plusieurs établissements successifs et qu'il ne peut pas démontrer au sein de quel établissement l'infection a été contractée, il y a une présomption de contraction de la dite infection établie à l'encontre de chaque établissement de soins ayant accueilli le patient. À charge pour lui de démontrer que ça n'est pas à l'occasion de l'hospitalisation en son sein qu'il a été infecté. Donc on a une présomption d'imputabilité de contraction de l'infection à l'égard des différents établissements de santé. Un dernier arrêt qui me paraît extrêmement intéressant, qui a été rendu en avril 2014, à propos de la traçabilité des dossiers médicaux. Il s'agissait d'un enfant qui était né en 1970, qui souffrait d'une hémorragie méningée et dont le transfert n'était intervenu que 48 heures après la naissance en service de néonat. L'enfant avait conservé des séquelles psychomotrices majeures des conditions de sa naissance et les parents engagent, manifestement bien plus tard, mais dans le délai de prescription, une action en responsabilité à l'encontre du gynécologue obstétricien. La Cour d'appel de Pau, qui avait été saisie de ce dossier, rejette l'action d'indemnisation en disant « L'expert nous dit le dossier médical est incomplet, il n'y a pas suffisamment d'éléments qui permettent de penser que les soins n'ont pas été correctement délivrés ». Et la Cour de cassation casse cet arrêt en inversant la charge de la preuve, en indiquant que lorsque le dossier médical est insuffisamment renseigné, il appartient au praticien par tout moyen de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis d'acte fautif dans la prise en charge du malade. Donc on voit par cet arrêt que non seulement le fait de ne pas renseigner le dossier médical ne constitue pas l'impossibilité de démontrer qu'on a correctement soigné son patient, mais qu'aujourd'hui, la tendance est inverse. On va déduire l'absence de délivrance de soins conformes du fait de l'absence de renseignements utiles et efficaces du dossier médical. Donc je conclurai par là en indiquant, quand on étudie la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de l'obligation d'information et sur la question de l'exécution des soins conformes, qu'il faut écrire, tracer. Je sais que souvent nos clients nous disent « j'ai pas le temps, vous vous rendez pas compte ». Certains le peuvent, il faut le faire et c'est la meilleure façon de se prévenir, non pas de la survenance d'une procédure, mais en tout cas d'une reconnaissance de responsabilité dans l'hypothèse de l'engagement d'un contentieux. Je pense que Madame Pellier, qui est arrivée, va pouvoir ensuite nous donner son avis sur les différents éléments qui ont été évoqués.